nous sommes lundi matin, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog qui sera sûrement une semaine, peut-être coupée en deux, on verra. Vlog de vacances, parce que je suis toujours en vacances. Et je l'introduis juste pour vous dire, pour vous parler de mes lectures, 2 secondes. Je suis dans Flavia de Luce, Crise sur le paillasson. Et je suis à la page 240, j'ai bien avancé hier, j'espère le finir aujourd'hui. J'ai découvert qu'en fait, en lisant ça, je pensais qu'il y avait une adaptation. Je me dis, tiens, je crois qu'il y a une adaptation télé. Je regarde, là, bientôt sur Netflix. Et en dessous, il y a écrit, nouvelle inédite en bonus. Mais alors, il fait pas 460 pages. Non, 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 il en fait 430. C'est mieux. Il en fait 430, voilà, 400, okay, cette nouvelle-là en bonus. Et je pense pas la lire parce que moi, je n'ai pas envie. Donc 430 pages, ça se fait complètement, ça fait 200 pages. Objectif 200 pages par jour de lecture. C'est tout à fait possible si je m'organise mieux, si je ne procrastine pas trop et si je planifie un petit peu tout ce que je veux faire. Donc là, je le prends dans les transports parce que je vais aller prendre mon petit cours de yoga ce midi. Et je pourrais l'avancer et prendre aussi du temps cet après-midi pour lire tout ça. Et j'ai commencé aussi à l'audio L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. J'ai lu rien du tout, hein. J'ai lu 36 pages. On est avec plusieurs personnages. Il y a d'abord Isidore, enfin il y a d'abord les faits. On explique que Gustav Klimt a peint une femme qui s'appelle Jouvencel, voilà. Une femme de 3/4, cheveux lâchés, affublée d'un grand chapeau marron, une étole et une fourrure autour du cou, les épaules dénudées. Ce tableau fut exposé à Vienne en 1916 et acheté par un inconnu dont les registres de l'époque n'ont pas gardé la trace. Il y a tout un truc comme ça, parce qu'en fait, on retrouve le tableau remanié en 1917 par Klimt, enfin avant la mort de Klimt, par lui. Le chapeau et l'étole ont été supprimés, les épaules recouvertes d'un châle blanc, et d'un motif de fleurs et les cheveux attachés en un chignon sage. Ce tableau a été volé, enfin l'Italie a acheté le tableau, et il a fallu 1996 pour qu'une étudiante en histoire de l'art prouve qu'il ne s'agissait pas de 2 tableaux différents, mais du même tableau. Étrangement, je vous lis les faits un petit peu, peu de temps après cette découverte, en 1997, le tableau a été volé. Et jusqu'en 2016, il ne s'est rien passé, et un cambrioleur a avoué être l'auteur du vol. Et le tableau était en sa possession. Il annonçait en fait que l'œuvre avait été restituée 20 ans après la date de sa disparition. Et en 2019, un jardinier a retrouvé dans un sac poubelle la toile parfaitement conservée. Donc en fait, c'est un gros mystère ce tableau. Et elle dit, aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun commissaire d'exposition, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quel secret anime l'histoire mouvementée de son portrait. Donc je pense que ce mystère-là fait l'objet du livre et d'un personnage fictionnel peut-être que Camille de Peretti invente, et ça doit être vachement bien. Voilà. J'ai même pas lu le résumé. Peint à Vienne en 1910, Portrait d'une dame de Gustav Klimt a été acheté par un collectionneur anonyme en 1916. Retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019. Personne ne sait qui la jeune femme, blablabla. Dans les rues de Vienne en 1900. Des rues de Vienne en 1900, ah oui, je sais avec qui on est. Au Texas des années 80, je sais aussi avec qui on est. Du Manhattan à la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cet inconnu ainsi que celle de ses descendants. Donc c'est de la fiction à partir d'un fait réel et pas du tout résolu, quoi. Donc en fait, ça serait très intéressant finalement de savoir le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il y a des notes? Tout à fait, non, pas du tout. Épilogue, je ne vais pas lire l'épilogue, mais j'ai juste vu épilogue. Non. Il y a des remerciements, ok, et c'est tout. Ah bon, elle aurait pu donner un petit peu son travail de recherche, ou alors elle n'a pas fait de recherche, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de l'écouter. Et j'ai lu 30 pages, donc je l'écouterai tranquillement. Cette semaine, la semaine prochaine, je ne suis pas pressée du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog, je vous reprends plus tard. Après-midi et j'ai pas mal lu hier. J'ai fini le Flavia de Luce, il est rangé là-bas. C'était une très bonne lecture, c'était assez drôle, assez cynique, beaucoup d'humour avec Flavia qui mène sa petite enquête, qui retrouve donc une bécassine sur son paillasson avec un timbre dans le bec, enfin
enfoncé sur le bec. Un timbre visiblement extrêmement rare, qui est un timbre de collection. Il y a la reine d'Angleterre, la reine Victoria dessus. Et elle va mener son enquête. En parallèle un petit peu de la police, elle va discuter avec la police qui voit une petite jeune fille de 11 ans qui mène son enquête et qui trouve ça plutôt cocasse et rigolo. Donc qui ne vont pas trop la prendre au sérieux au départ. Et puis finalement, elle va continuer. Elle a beaucoup de jugeotes et un très bon raisonnement. Et beaucoup de logique. Elle va interroger des personnes. J'ai beaucoup aimé ce caractère de Flavia. Alors, je le trouve un petit peu long, peut-être. Il y a peut-être des longueurs parce qu'il y a des digressions. Où Flavia se remémore des choses, des événements, des moments avec son père, tout ça. Mais sinon, c'est très bien fait. Enfin, j'ai beaucoup aimé. La traduction est assez dynamique, comme je l'ai dit à Benoît. Et c'est un gage de qualité parce que c'est quand même un bouquin de 430 pages. Et si c'est pas un peu dynamique, on s'ennuie vite. En plus, on a un personnage assez charismatique. Flavia est très drôle. Donc, ça passe très bien. Voilà, je vous le recommande, ce premier tome. Et à la fin, il y a une enquête bonus qui fait une 30aine de pages. Le tome 2 sort en décembre, je crois. Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que c'est décembre, octobre, bref, avant la fin de l'année, je crois. Donc voilà. Sinon, j'ai continué mes lectures en dégommant le True Crime, Le Veuf Noir du Grand Canyon de Vincent Manilève, qui est donc un True Crime qui se passe au Colorado, aux États-Unis, et qui a pour thème les meurtres d'un homme qui s'appelle Robert Spangler, voilà. Spangler, qui, on lui annonce qu'il a un cancer et qu'il est en fin de vie et qu'on ne peut plus faire grand chose. Et on est un petit peu triste pour lui. Il raconte, l'auteur raconte qu'il a eu une première femme qui est morte avec ses enfants. Il a eu une deuxième femme qui est morte aussi. Il a une troisième, une deuxième femme qui est morte. Je sais plus si elle est morte. Bref, une troisième femme qui est morte. Et on sent que le gars a pas de bol quand même. Hein. Et en fait, au fur et à mesure du récit, on se dit qu'il y a peut-être un petit peu anguille sous roche, parce que finalement, il serait peut-être impliqué dans toutes ces morts de femmes, finalement. Alors, ce qui est très bien, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur prend le temps de raconter chaque histoire de ces femmes. Comment elles ont rencontré Robert, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, où est-ce qu'elles ont habité, quel était le caractère de Robert. Ça suffit là. Comment est-ce qu'il vivait, le couple avec les enfants ou pas d'enfants, tout ça, voilà. Donc on sent un caractère un peu féroce du gars, il en veut, il aime bien être un petit peu sur le devant de la scène. Et en fait, quelques temps après, donc ça c'est aux 2/3 à peu près du bouquin, un inspecteur, un policier, un shérif, je sais plus quoi, va ressortir le dossier en disant c'est quand même bizarre parce qu'il y a des petites choses qui font que Robert, il a l'air vachement impliqué dans ces affaires-là. Donc il creuse, je ne vous en dis pas plus, mais comme ça prend 200 pages, c'est très court, en fait, c'est pas juste les faits au début, il s'est passé ça, et on va remonter l'enquête. Non, tout est fait pour qu'on déroule la vie progressive de ce mec-là, et qu'à la fin, on se dise « Ah, il a pas de bol !» Et en fait, il est impliqué, Mais ça, on ne sait qu'à la fin. Et donc, en fait, il n'y a pas un espèce de truc découlant de faits meurtriers. Il y a du découlement, ça se dit pas, mais on découle toute la vie de cet homme-là sans le soupçonner jusqu'au moment, parce que concrètement, quand l'auteur raconte cette histoire-là, rien ne peut le soupçonner, même si on se dit, tiens, il n'a pas pleuré à la mort de sa femme et de ses enfants. Ah bon, okay. Jusqu'à arriver au moment où, en fait, on est au pied du mur et le gars est obligé d'être coupable de quelque chose. Donc c'était très bien, ça j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les true crime qui se passent aux États-Unis. Voilà, j'ai lu les 2 qui se passent en France. J'ai pas aimé, en fait. Et là, je retombe dans quelque chose que j'apprécie. Donc ça, c'est chouette. Il y en a d'autres il y en a bien d'autres qui sont sortis, bien sûr. Ils sont même plus... il n'y a même plus d'images à la fin. Tellement il y en a plein. Mais ils sont peut-être listés. Pas du tout. Pas du tout. Non, ils sont listés au début. Il y en a 7. C'est le 8e déjà. Moi, j'ai lu l'affaire Alice Crimmins, l'affaire Emmett Till, la disparition de Chandra Levy. J'en ai lu un autre. L'inconnu de Cleveland, je sais plus. Mais je veux en lire au moins 1 ou 2 autres. Il y en a un qui sort là en août, je crois. Je ne l'ai pas demandé à 18, mais c'est pas grave, je veux en lire d'autres.
C'est toujours très plaisant, je l'ai lu en 1 heure, je pense. Voilà. Il fait 200 pages, à la fin il y a des annexes, une carte. Ça se passe dans le Colorado, aux alentours, autour du Grand Canyon et d'autres villes. Et j'aime bien parce que c'était un endroit que j'ai visité et je représentais tout à fait dans ma tête les lieux, donc c'était très agréable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Ça se passe en 78, mais pas que. C'est la première période avec la première femme de Robert. Voilà, très intéressant. Très intéressant, donc j'ai beaucoup aimé. Et sinon, j'ai commencé un bouquin ce matin que j'ai reposé. Voilà. Je ne vais pas vous dire lequel, parce que c'est pas très intéressant. Peut-être que je le reprendrai, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Dans l'immédiat, j'ai avancé aussi celui-là. Voilà, j'ai avancé L'inconnu du portrait à l'audio. Vu que j'avais fait le tour des bouquins que j'avais dans mon sac, j'ai dit non. J'en ai pris un autre, j'ai fait non. En fait, j'en avais 2. Et les 2, en fait, il y en a un que j'ai commencé hier. J'accroche pas du tout. Je ne sais pas du tout où on va et ça ne m'intéresse pas. Et j'en suis désolée. Et le deuxième, trop complexe. Donc, je le remets dans la palle. Mais c'est pas grave, je le reprendrai plus tard. Et du coup, j'ai mis mes petits écouteurs et j'ai écouté L'inconnu du portrait. Je suis à la page 100 et c'est toujours aussi intéressant. Nous sommes sur donc, plus de 3 personnages même. On est avec Martha, la mère d'Isidore. On est avec Isidore, qui est plus âgé. On est avec Clint. On est avec Michel. Puis un homme qui a un lien avec Michel. Donc il y a beaucoup de personnages. Et tous ces personnages-là ont un lien finalement avec l'histoire principale de L'inconnu du portrait. Et on avance tout doucement dans l'histoire. C'est très bien écrit, ça passe super bien l'audio, j'adore, donc très bien. Voilà, donc ici maintenant tout de suite, j'ai reçu une nouvelle épreuve non corrigée Nami. J'en ai une qui est un petit peu à la bourre parce qu'elle a à lire jusqu'au 3, donc je vais sûrement lire ça maintenant. Il fait 250 pages, je crois. Donc je peux lire ça aujourd'hui. J'ai une deuxième épreuve non corrigée Nami qui est à lire pour le 13 août, donc pas tout de suite. Et après, je vais peut-être attaquer Tant de nuances de pluie de... Comment ça s'appelle? Asha Léonie qui était sorti chez HarperCollins, c'est Poche. Voilà, qui me tente beaucoup. Donc je pense que je partirai là-dessus demain. Et puis je continuerai L'inconnu du portrait. Voilà, ce matin, j'étais place des Vosges pour visiter la maison de Victor Hugo. Et c'était bien sympathique, ma foi. Je vous ferai un vlog consacré, bien sûr. Et j'ai bu un petit matcha sympathique... rue des Écouffes, voilà. Et c'était pas mal, mais c'était un matcha vanille, crème de vanille, matcha latte et glacé et crème de vanille. C'était très bon, super bon, mais le goût du matcha était un peu recouvert, quoi. Donc j'ai pas l'habitude parce que moi maintenant le matin je me bois une bonne cuillère à café de matcha, donc je verse une cuillère à café de matcha dans mon thé glacé avec un tout petit peu de lait d'avoine. Donc en fait, il y a beaucoup de matcha. Sur mon matcha, il y a ça de lait d'avoine en fait. Donc je sens le goût du matcha. Il n'est pas amer parce que juste ce que je rajoute de lait d'avoine fait que l'amertume disparaît un petit peu, mais il y a quand même le goût du matcha que j'aime bien. Et là, du coup, il était noyé. Je pense qu'ils mettent toujours plus de lait que de matcha, alors que moi, je mets toujours plus de matcha que de lait. Donc c'est pas du tout pareil. Et on verra. J'en essaierai d'autres, puisque j'ai toute la semaine pour le faire. Et peut-être demain, j'irai chez un autre. Demain, il fait pas très beau. Je voulais aller dans la maison de Balzac, mais s'il flotte, c'est pas fou. Donc j'irai peut-être jeudi. Je vais voir ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai le temps toute cette semaine pour faire plein de trucs et vlogger et lire aussi. Voilà. J'avais rien dans la boîte aux lettres. C'est bien. Et là, je vais lire tranquille. Je vais peut-être bosser aussi un petit peu parce qu'il faut travailler un petit peu. Oui. L'argent ne tombe pas comme ça. Ça serait beaucoup trop facile. Mais voilà, j'espère que vous, ça va.
retournée de vacances, nouveau matcha testé. Je suis allée chez Umami Matcha, qui me tentait depuis un petit moment. J'étais passée devant il y a bien un an, je crois. Et je m'étais dit, ah, un jour, ce jour est arrivé. J'y suis allée cet après-midi, après ma petite heure de lecture à la BNF. C'est tellement bien d'être à la BNF pour lire, c'est trop bien. J'ai pris donc un matcha latte normal au lait d'avoine, chaud, et une petite glace au sésame noir. C'était absolument magnifique. Et il était vachement bon. Et en fait, il était assez corsé. J'ai demandé au niveau du dosage ce qu'il faisait. Elle m'a expliqué que pour 1 litre, il mettait 150 grammes. Donc voilà, 150 grammes de matcha pour 1 litre, ce qui est quand même assez fort en matcha. J'ai regardé parce qu'ils en vendent aussi. Et en fait, celui que j'achète est moins cher que ceux qu'on trouve dans le commerce. Parce que moi je l'achète chez Matcha Co et par exemple je sais que Anatae est assez cher, français, tout ça, il est très bon, mais en fait Matcha Co pour moi a exactement le même goût que Anatae, voilà. Donc je préfère l'acheter chez Matcha Co, sauf que bah, il y a des frais de port, machin. Et là chez Umami, en fait ils vendent du matcha premium bio 50 grammes 15,50 €. Donc ça va en fait, en sachant qu'en général c'est 30 grammes mais plus près des 25, non, des 17 €, 20 €, quelque chose comme ça. Que là, 50 grammes pour 15,50 €, ça vaut carrément le coup. Donc je vais arrêter mon abonnement chez Matcha Co et acheter directement chez Umami, quitte à en acheter 2 et être tranquille à prendre 100 grammes d'un coup. Mais voilà, ça coûte moins cher, c'est sur Paris. Et en plus, je connais le goût puisque j'ai goûté leur matcha et il m'a dit qu'il se servait de ce matcha-là pour faire l'été. Et c'est assez... Enfin, c'est puissant, quoi. C'est amer, mais avec le lait d'avoine, ça passe très bien. Et en même temps, tu sens que tu as du matcha, quoi. Donc, c'était très bon. Voilà, je suis bien contente. Donc, deuxième matcha café, totalement validé. Un peu plus qu'hier même, puisque hier, je sentais pas trop le goût du matcha. Demain, j'aurai pas le temps de boire un matcha, puisque le matin, je vais dans la maison de Balzac. Et ensuite, je vais prendre mon petit cours de yoga, ou je fais peut-être l'inverse. Je prends le cours de yoga et après, je vais chez Balzac. Je sais pas trop, je vais voir. Et du coup je referai un matcha vendredi ou samedi ou dimanche, je sais pas quand, mais j'en referai. Voilà, sinon niveau lecture, j'ai commencé Tant de nuances de pluie de Acha Lemi et comment vous dire que je le dégomme. Voilà, alors j'ai du temps, tout ça, on est d'accord, hein, c'est les vacances, j'ai pas de mari, pas d'enfant de la journée, donc ça va. Néanmoins, c'est très agréable à lire, ça se lit vraiment tout seul. J'aime beaucoup les romans historiques en fait, je suis fan de romans historiques. Voilà, je commence à migrer doucement de thriller polar vers roman historique. Alors, thriller polar historique, c'est le kiff. Mais non, mais enfin, vraiment, je passe un très bon moment. On est donc avec Nori. Nori, c'est une petite jeune fille qui a 10 ans et qui va être abandonnée par sa mère. Non, elle a 8 ans, pardon, quand elle est abandonnée par sa mère à Kyoto. Elle la dépose chez sa grand-mère. Déchirement ultime, bien sûr. Et sa grand-mère est absolument odieuse et dit que c'est une bâtarde parce que sa mère a couché avec quelqu'un d'étranger et elle a les cheveux un peu crépus, elle n'a pas le teint japonais que toutes les autres femmes ont, que toutes les petites filles ont, donc elle est complètement reniée par cette grand-mère qui la déteste jusqu'au jour où cette grand-mère lui annonce écoute, il y a ton demi-frère qui va arriver. Quoi? J'ai un demi-frère? Ah bon? Son demi-frère est un petit peu plus âgé qu'elle, il s'appelle Akira, et il va donc débarquer dans cette espèce de pension sombre et lugubre dans laquelle Nori est complètement désespérée parce qu'elle n'a pas le droit de sortir du tout dans la rue, donc elle ne sort jamais. Elle va rester comme ça pendant 2 ans à l'intérieur, jusqu'au jour où son frère va arriver et les choses vont un peu changer. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il se passe vraiment pas mal de choses dans ce bouquin. J'adore, vraiment j'adore. C'est pas de la grande plume, mais c'est très beau. J'ai mis un post-it au début pas qui introduit, mais qui résume assez bien l'état d'esprit des femmes au Japon dans les années 40, dans le milieu des geishas, tout ça, je pense. Il est judicieux pour une femme d'apprendre le silence. Une femme aura beau ne posséder aucune connaissance, elle saura au moins se taire. J'ai trouvé ça parfait. Horrible, mais voilà, très très... Voilà, c'est une très belle lecture, c'est assez terrible, poignant, tout ça. Ça me tire pas de larmes, je comprends que ça soit assez déchirant, tout ça, surtout au début, c'est assez dur, mais bon, après il se passe beaucoup de choses. La pauvre Nori, elle envoie vraiment des vertes et des pas mûres, mais c'est hyper bien, j'adore. Je suis à la page 219, il en fait 470, je vais essayer d'avancer un petit peu encore aujourd'hui. Je suis malade, c'est super, j'adore, je suis en train de perdre ma voix en fait, je sais pas ce que j'ai. J'avais un peu mal à la gorge ce matin en déglutissant, et là je suis en train de sentir que je tire sur la voix.
Peut-être que c'est juste la voix. J'essaie quand même de garder un truc quand je sors autour de mon cou, mais on va essayer de limiter les dégâts. Donc je vais continuer à lire ça. Et sinon, l'inconnu du portrait, je vais continuer aussi, puisque je suis page 171, presque à la moitié. Toujours aussi agréable, toujours aussi génial. Je commence à voir toute la chronologie, en fait. Donc chaque chapitre suit un personnage dans une temporalité différente, mais c'est soit la femme qui a eu un enfant, cet enfant a grandi, il s'est marié et il a eu des enfants et on suit les enfants, enfin voilà, tout est très chronologique, un chapitre par personnage. Je me perds pas parce que je l'écoute un peu tous les jours, donc c'est très bien et j'aime beaucoup, voilà, c'est super. Et hier j'ai aussi avancé le livre de Fabien Olicard, ce livre vous fera gagner du temps. Je suis presque à la moitié, j'ai passé la moitié, je suis page 140. Il donne pas mal de conseils. Alors au début c'est assez introductif, il explique lui comment c'est un procrastinateur passif, je crois, je sais plus qui, procrastinateur, je sais plus. Et tout ce que notre cerveau nous empêche de faire par rapport au temps, comment est-ce qu'on est accaparé à droite à gauche dans la société dans laquelle on vit, tout ça. Et moi j'attendais un peu plus de concret. Donc il y a des exercices, des petits conseils, des choses à appliquer assez faciles que j'ai essayé et pour lesquels je suis motivée parce que je me rends compte qu'effectivement on perd du temps. On perd son temps toute la journée. Il part du principe qu'on a 1440 minutes par jour et qu'elles sont là tous les jours et le compteur revient à zéro tous les jours et à nous d'en faire un temps le plus effectif possible, le plus efficace possible finalement. Bien sûr, il y a le sommeil, le moment où on mange, le moment au travail, le moment où on est avec les amis, tout ça, mais le temps consacré juste à nos loisirs, à nous, à du temps libre finalement, et bien libre à nous d'en faire ce qu'on veut et de ne pas regretter d'utiliser ce temps, de ne pas regretter de perdre son temps, quoi. Donc moi je sais que je perds mon temps souvent sur les réseaux, que je suis que sur Instagram, mais je perds pas mal de temps. Je me suis mis à minuteur, je m'étais limitée à 1 heure, je crois, 1 heure d'Instagram par jour. Très souvent je le dépasse, plutôt 1h15, des fois 1h30, voilà. Temps d'écran moyen, je sais rien, faudrait que je regarde, je crois que je suis à 2h30, 3h peut-être par jour. Alors il y a des jours bien sûr où je regarde moins, et des jours où je regarde plus. Il y a le temps d'écran et le temps d'écran. Quand tu as un GPS, que tu as 3 heures de route, évidemment que tu as du temps voilà, qui n'est pas, où tu regardes pas ton écran, c'est pas la même chose. Mais vraiment le temps réseaux sociaux, ouais, je pense que c'est 1h30 par jour, en sachant que je suis pas mal sur WhatsApp pour discuter avec les copines, et ça prend du temps aussi, hein, donc ça, voilà. Mais je vais essayer vraiment de réduire ça, et de continuer ces petits exercices. Donc je pense qu'il y en a d'autres, hein, de toute façon, pour essayer d'utiliser au mieux son temps, et ça nous fait nous poser des questions sur la manière dont on utilise notre cerveau, parce que finalement, lui, c'est sa passion un petit peu de creuser tout ce qui est cognitif, la manière dont on se sert du cerveau, dont on se sert dont on trompe notre cerveau, le cerveau nous trompe aussi, les habitudes qu'on prend, la mémoire, toutes ces choses-là. C'est hyper intéressant, mais ça mériterait d'être lu et relu et de l'avoir encore dans les oreilles plusieurs fois pour vraiment l'assimiler. Il y a quelques pages de notes à la fin, moi je préfère écrire sur... quoi qu'il y a pas mal de pages en fait, je pourrais les utiliser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit je sais plus. Voilà, mais c'est assez intéressant. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je continue Tant de nuances de pluie et demain sera une nouvelle journée. Nous sommes jeudi après-midi et j'ai terminé Tant de nuances de pluie de Asha Lamy, publié chez HarperCollins Poche. C'était un coup de cœur, vraiment c'était génial. Pas un coup de foudre, parce qu'il y a des choses qui m'ont pas fait dire que ça m'a pris aux tripes, voilà. Mais vraiment, mais c'était superbe. Le personnage de Noriko est hyper attachant. Elle a une vie affreuse, absolument affreuse. Et elle va toujours se relever. Et il va y avoir d'autres événements terribles. Elle va encore se relever, elle va encore chercher et trouver l'espoir. C'était trop beau, vraiment, je vous le recommande à 1000%. Toute la culture japonaise est balayée, ces codes, ces traditions, cette hiérarchie qu'il faut respecter sans cesse. Se plier aux exigences de ceux qui sont au-dessus de nous. Ne pas avoir son mot à dire, surtout quand on est une femme. Elle va s'entourer, un peu malgré elle, de personnes toxiques, mais aussi très positives. Elle ne va pas oublier certaines personnes, elle va peut-être les retrouver, je vous dis rien. Mais voilà, il y a des événements tragiques. Il y a surtout un événement qui va marquer sa vie. Je vous en dis pas plus, ça se passe à peu près à la moitié du roman. Et vraiment, c'est génial. J'ai pas d'autres mots, c'était
extra. J'avais très envie de retourner à cette lecture à chaque fois que je refermais le bouquin. C'est voilà, c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur, vraiment. Je me doutais que j'allais aimer. Je pensais que c'était pas que au Japon. Et en fait, si, ça ne se passe qu'au Japon, donc encore mieux. Voilà. Et franchement, passionnant, mais passionnant. Bien écrit, immersif. Ah, trop bien. Page turner, tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment génial. Donc, trop contente, trop contente. Qu'est-ce qu'on sait de cette autrice, je vous l'ai dit ou pas? Elle a travaillé dans l'édition, c'est son premier roman, ok. Il a rencontré un immense succès à sa sortie aux États-Unis et en Italie, d'accord. Voilà, franchement, mais foncez, c'était génial, c'était top. Je suis trop contente de l'avoir lu et de l'avoir aimé et de l'avoir encore même adoré. Et c'était trop bien, trop bien, trop bien, voilà. Lisez-le. En plus, il est en sélection du prix des lecteurs HarperCollins Poche. Alors, je sais pas quels sont les autres titres qui sont en sélection. Mais celui-là, clairement, moi, j'aurais voté pour lui, je pense. Voilà, pour celui-ci, c'est fait. Je l'ai quand même dégommé en 2 jours. Alors, j'ai le temps de me poser. Vraiment, j'ai vraiment le temps. Mais presque 480 pages en 2 jours, c'est ça. Ça fait beaucoup de lecture, quand même. Donc là, on va réattaquer les petits romans. Je vais lire un roman que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas forcément prévu dans le planning. Mais comme il n'est pas très gros... Pas très gros, effectivement. Il fait 220 pages. Il n'est pas gros. Et puis je vois qu'il commence aussi pareil, toujours sur la page de droite. Il est écrit gros. C'est un poche que j'ai acheté à Créteil en poche. Et qui me donne vraiment envie. J'ai envie de le lire maintenant. Donc, Gigot, je lis Maïkan, ou Maïkan, de Michel Jean, qui est publié chez Point Poche, que j'avais vu. Donc, j'avais vu Michel Jean à Créteil. Et j'ai pu lui faire dédicacer. Je sais que Séverine a adoré Coucoum et d'autres. Je crois que c'était un gros coup de cœur pour cet auteur, pour elle. Donc voilà, j'ai hâte. Et là, ça va être un sujet pas très facile qui se passe au Québec, Canada, à Fort-Georges, avec des enfants qui sont envoyés dans un pensionnat pas top. Voilà, c'est à 14 ans, Virginie, Marie et Charles sont arrachés à leur famille. Je crois que j'avais déjà fait l'erreur la première fois que j'avais lu ce résumé, sur ordre du gouvernement canadien. Avec les autres enfants Inuits du village, ils sont conduits dans un pensionnat à près de 1000 km de chez eux pour y être éduqués. Là-bas, il leur est interdit de parler leur langue, leurs cheveux sont rasés, leurs objets personnels confisqués. Ils ne sont désormais plus qu'un numéro. Que s'est-il réellement passé à Fort-Georges, île maudite balayée par l'impitoyable vent du large? 70 ans plus tard, l'avocate Audrey Duval cherche à comprendre ce qu'il est advenu des 3 jeunes gens mystérieusement disparus. Voilà, j'y vais, je fonce. Je vais peut-être pas le commencer maintenant parce que là j'ai un peu de ménage à faire, mais si j'ai le temps, je le commence ce soir et je le finirai demain. Et demain, je vais commencer Soma de Floriane Soulas aussi. Voilà, donc 2 petits, un par jour, ce serait parfait. C'est nickel. On arrive à la fin du mois. J'ai lu combien de romans? À chaque fois que j'ouvre mon carnet, je l'ouvre en général, enfin, je l'ouvre très souvent à la page où il y a un marque-page. Mais des fois, je l'ouvre au début. Voilà. Donc j'ai lu combien de romans ce mois-ci? 1, 2, 3, 4, je sais pas si je finis celui-là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 18? C'est beaucoup. Oh, petit tout. 18. J'ai pas fini l'inconnu du portrait. Je sais plus où j'en suis, je crois que je suis au chapitre 6. Je l'avance. Ouais, ça doit être ça. C'est vachement bien, toujours. Ouais, c'est ça. Ah non, peut-être 7. Ah oui. Ah oui, exact. Je suis page 200 quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. 210. Bon, j'ai lu 40 pages. J'ai écouté 40 pages aujourd'hui. Donc, je suis page 210 sur 370 à peu près. Voilà, je le finirai tranquillou. C'est à peu près tout. Donc, j'ai lu 18 livres. C'est beaucoup. J'ai lu 18 livres. Donc, j'en ai sorti 18 de ma palle. Mais en sont rentrés beaucoup aussi parce que j'ai eu pas mal de livres. Avec le Festival sans nom, Pocket, tout ça. Mais j'ai rien acheté. Les derniers livres que j'ai achetés, c'est à Créteil. Donc, c'était il y a un mois.
Et voilà, premier mois sans livre, pas de manque. Non, ça va, franchement, il n'y a pas de problème avec ça. Donc les no-buy, ça ne pose pas de problème pour moi. Voilà, j'ai toujours la voix... J'ai atteint le stade de la voix voilée, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis fait un petit shot de gingembre au citron ce matin, c'est dégueulasse. Mais il paraît que c'est efficace, alors voilà. Je m'en prendrai peut-être un autre demain, je vais aller en racheter chez Grand Frais, je pense. Ils ont l'air efficaces. Mais ça peut pas faire de mal de toute façon, pour les défenses immunitaires, tout ça, c'est très bien. Voilà, et demain je vais visiter la maison de Balzac, j'ai hâte, ça va être chouette. Et puis de la lecture, encore de la lecture, et toujours de la lecture dans cette semaine lecture qui n'en finit pas, et qui est beaucoup trop cool. On est toujours jeudi, et je viens vous parler 2 minutes parce que j'ai terminé le livre de Fabien Licard, ce livre vous fera gagner du temps. Alors il m'a pas fait gagner du temps, il m'a donné des conseils pour gagner du temps, certes, mais ces conseils-là, je les ai déjà trouvés dans pas mal de vidéos et de podcasts qu'il a fait, donc que j'avais déjà vu, donc j'ai pas appris masse de choses, mais c'est toujours intéressant parce qu'il emploie les bons mots, les bonnes formules. C'est un gars qui sait exactement ce qu'il dit, à qui il le dit. C'est un businessman, hein, le type, donc il a tout à fait ciblé son public, mais bon, quand on s'en rend compte et que ça passe, il n'y a pas de souci, ça marche avec moi, donc je suis bien contente quand même de l'avoir lu. J'ai très envie de lire Votre attention et votre super pouvoir. J'ai vu qu'il sortait chez Pocket le 7 novembre, je crois. Je le demanderai sûrement à Pocket. Mais voilà, il y a des petites choses que j'ai déjà mis en place, que d'autres qu'il faut que je mette en place, d'autres qu'il faut que je continue à expérimenter, parce que là, je me dis, je les mets en place là cet été. Et l'été, pour moi, c'est pas du tout le même rythme qu'en scolaire, quoi. Donc, et là, l'été, la semaine où mon mari bosse et où mon fils n'est pas là, c'est pas du tout le même rythme en fait, hein. Donc à voir vraiment comment ça va se passer dans l'année. Mais il y a des choses, je pense que si je prends ces habitudes-là maintenant, ça sera moins difficile de continuer plutôt que de me dire « Oh, j'attends septembre, octobre de reprendre le rythme et d'essayer de les mettre en place là. » Si j'ai cette habitude-là de me dire « Cette semaine, je mets ça en place. J'essaie de le faire aussi la semaine prochaine, de le faire aussi en vacances avec mon fils, de gérer un petit peu tout ça. Que ça soit en été ou en hiver, en scolaire, en période scolaire, je veux dire. Donc voilà, désolée pour ma voix, hein, c'est vraiment une catastrophe. J'ai pas mal, hein, ça va, mais c'est juste que c'est comme si j'étais comme ça et que je vais parler. Mais sinon, tout va bien. Voilà, donc je suis bien contente. Et comme on est quand même le 31 juillet, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Et on va commencer un nouveau livre. Voilà, donc j'ai pris MyCam. Et c'est super bien écrit. C'est tout de suite. Dès les premiers mots, tu fais ok, ça... Waouh, il m'a accueilli le gars, direct. Je vous lis le début? Je vous lis le début. La pelle frappe le sol, comme la hache l'arbre à abattre. Cette terre ne se laisse pas travailler facilement et l'acier s'y enfonce avec difficulté. Il creuse un coup à la fois avec une sourde résolution. À mesure que s'ouvre le sol, il bute contre des pierres de plus en plus nombreuses, de plus en plus grosses, qu'il extrait à la main une à une. Le vent du nord gifle son visage. Les effluves du sel et d'algues lui donnent la nausée. Sur ses joues, les larmes se mêlent à la sueur. Le vacarme de la mer, griffant sa rage, les rochers dégarnis, couvrent le bruit de son travail. Quand le trou est assez profond, il s'en extirpe enfin. Son regard mouillé se perd un instant au fond de la fosse, puis il se tourne vers le vent pour le défier une dernière fois. Il voudrait hurler plus fort que l'océan, cracher son dégoût, vomir sa honte pour la jeter à la face de ce monde de roches et de sel. Mais face à l'immensité sombre et mouvante de l'océan, sa gorge d'homme de la forêt et des montagnes reste nouée. Première page, je suis cueillie. Voilà. Alors, je suis maintenant page 50. Il en fait 250, même pas, 230, 220. Et j'aime beaucoup. On suit donc Audrey Duval qui part à la recherche de ces autochtones qui ont été envoyés de force au pensionnat de Fort-Georges. Et certains n'ont pas été retrouvés. Enfin, on a perdu leurs traces et elle veut vraiment les retrouver parce qu'ils ont droit à une allocation en fait, à cause des sévices qu'ils ont subis. Et elle ne retrouve pas tout le monde. Et puis là, après, on est en 1936, double temporalité. Mais c'est pas un roman... c'est pas un roman historique, c'est pas un thriller, c'est pas un contemporain. C'est un peu tout, en fait. Et j'aime bien. Voilà, donc je continue ça. Et voilà. On est samedi matin et j'ai toujours pas de voix. Et en fait, je fais pas grand-chose, j'avoue, pour retrouver ma voix. J'ai pas de médicaments, j'ai pas grand-chose. J'ai pris un peu de miel ce matin. Je me dis que ça va peut-être revenir. Voilà, je vais voir... J'ai plus de voix depuis quand? Mercredi?
je crois, mercredi. Bon bref, c'est pas très grave. Ça va, tout va bien. Donc c'est juste le matin que c'est un petit peu dur. J'ai l'impression d'être une star du rock qui a trop gueulé la veille. C'est drôle. J'ai pas mal de choses à vous raconter parce que j'ai terminé Maïkan, ou Maïkan, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse. Peut-être que c'est dit. Maïkan. En même temps, c'est français. Donc, première édition sous le titre Le vent en parle encore. D'accord. 2013, ok. Ok, très bien. Donc voilà, j'ai fini ce livre-là. C'est un coup de cœur, c'est passionnant, c'est écrit de façon très linéaire et très simple et très accessible, de façon à ce que le lecteur puisse vraiment s'imprégner de l'histoire et des personnages. On suit trois jeunes ados qui s'appellent Virginie, Marie et Charles, qui vont être envoyés de force dans un pensionnat à Fort-Georges, au Québec. Et malheureusement, ces enfants-là et d'autres, beaucoup d'autres, vont être torturés par des prêtres et des bonnes sœurs, tout ça. Ils vont être martyrisés, quoi, en fait, violés, tout ça. Enfin, ça va être absolument affreux parce qu'ils sont inuits. Ils ne viennent pas du peuple normal canadien ou québécois. Et juste à cause de ça, et on va les traiter comme rien du tout, en fait. Ils vont être juste un numéro. Ils n'ont plus le droit de parler leur langage inuit. Et du coup, voilà, ils sont rien du tout. Et c'est assez terrible. Et ça fait malheureusement un petit peu reflet de l'histoire qu'on peut connaître. Enfin, j'ai fait un rapprochement parce que, il y a malheureusement cette idée que parce que tu es une certaine catégorie de la population, tu vas être martyrisé, ou torturé, ou tué, ou enfin voilà. Bref, on sait. Et du coup, c'est bien fait, il n'y a pas du tout de truc, comment dire, c'est pas triste, c'est pas déchirant. Alors, bien sûr, c'est très dur, hein, parce que c'est quand même des enfants, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas, enfin voilà, c'est pas gore, quoi. Et c'est très bien fait. Et il est très court, et malgré ses 220 pages, on a quand même toute l'histoire de ce qui se passait là-bas, ce qui est un lieu qui a malheureusement existé. Et l'auteur dit qu'en fait ce pensionnat a ouvert en 1936 et a fermé en 1952. Et on ne connaît pas avec certitude le nombre de pensionnats ayant existé au Canada. De la fin du 19e à la fin du 20e, la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens en a répertorié 149, dont 12 au Québec. Voilà. Et en fait, le gouvernement du Canada a mis des années à s'excuser, c'est-à-dire qu'en 2008 seulement, le Premier ministre canadien a présenté ses excuses aux autochtones. Et voilà, donc c'est assez violent de voir ça, mais bon, voilà, c'est assumé maintenant, c'est excusé, et c'est très bien fait. En parallèle de ça, on a une enquête faite par Audrey Duval qui veut retrouver justement ces personnes qui ont été enfermées dans les pensionnats, parce que vu que le gouvernement a présenté ses excuses, il a une reconnaissance envers eux, et une reconnaissance, une dette finalement envers eux. Il veut les dédommager, même si bon, ça ne va pas couvrir les séquelles et les traumas psychologiques qu'ils ont subis. Il y a quand même voilà, un peu de sous qu'on leur donne. Et en fait, cette Audrey Duval va partir à la recherche de ceux qu'elle ne retrouve pas, parce qu'ils sont sur aucune liste, sur rien du tout, sur personne. Et elle va chercher comme ça, elle va chercher à l'aide de Jimmy, un homme qui semble connaître ces personnes-là et qui va peut-être l'aider de temps en temps. Il voit débarquer l'avocate, il dit « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Qui vous cherchez aujourd'hui ?» Voilà, donc c'est assez drôle. Et donc il y a une double temporalité, c'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est très très beau. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, c'est superbe, voilà, donc je vous conseille très fortement de lire ce roman-là. Je ne sais pas lequel je vais lire ensuite. Quand il les avait sur sa table, c'était assez clair, parce qu'il expliquait que certains fonctionnaient en binôme, et je crois que celui-ci fonctionne avec un autre, mais je ne sais plus lequel. Donc il faudrait que je me renseigne. Si vous le savez, dites-le moi, ça m'arrange. Mais voilà, en fait, il y en a plein de cet auteur-là, genre Koukoum, Amoun, Tsunami, Comme chien et chat, Elle et nous, Une vie à aimer, Envoyé spécial. Ouais, je sais pas lequel est en connexion avec celui-ci. Bon, si vous le savez, dites-le moi. Et voilà, en tout cas, très 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 belle lecture. Ensuite, j'ai lu Soma de Florian Soulas. Et j'avoue que là, j'ai été un petit peu perdue. C'est un roman SFFF où on suit une cyborg qui s'appelle Risa et qui est visiblement, qui a une capacité particulière à détecter, voilà, à s'interfacer avec n'importe quelle machine, n'importe quelle IA et n'importe quel humain. Et en fait, elle a l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec elle. Elle ressent des choses qu'elle ne devrait pas, elle a rencontré des personnes et on lui dit de faire gaffe quand même. Et puis il y a une espèce de truc latent qui monte comme ça.
et elle va mener son enquête pour découvrir... Voilà, moi je sais ce qu'elle va découvrir. C'est bien écrit, c'est bien fait, mais j'ai l'impression qu'on m'a balancé dans un univers SFFF sans m'en donner les clés. Il me manquait un lexique, il me manquait des descriptions, il me manquait des explications. C'est assez court, il fait 150 pages, et malheureusement, je n'ai pas accroché. Voilà, je suis désolée, ça vient pas de l'autrice, ça vient pas de l'histoire, ça vient juste de moi, qui ne suis pas habituée à cet univers-là, mais je pense très sincèrement qu'il peut être vraiment beaucoup apprécié, ce bouquin, parce qu'il est bien fait, il est bien écrit, enfin voilà, mais il m'a manqué vraiment une aide pour entrer complètement dans cet univers-là. Donc voilà, c'est pas très grave, j'ai bien aimé. Il est court, il est quand même à 15 €, hein. On peut pas dire que c'est un grand format, d'accord? Donc bon, le prix est un peu abusé, mais voilà, pour l'heure et demie de lecture que ça tient. Après, voilà, j'aime beaucoup la couverture, elle est très belle et assez représentative de cette jeune femme cyborg qui est quand même un peu humaine, qui a quand même des émotions, c'est quand même bien fait. Il y a une enquête, et puis en fait, il y a plein de choses qui m'ont manqué, des personnages, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas Oleg, on ne sait pas qui c'est. Il manque plein de trucs. Alors, au milieu du livre, vers la page 70 à peu près, on a une explication de Risa, de qui elle est, d'où elle vient, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Je me suis dit, ah, cool. Et puis après, ça repart et je me suis reperdue. Donc ça m'a un petit peu énervée. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'autrice parce que j'aime beaucoup son style d'écriture. Je l'avais jamais lu encore. J'ai ni lu Les Noces de la Renarde, ni Rouille, ni rien du tout. J'ai juste lu Les Sorcières de l'île, mais c'est pas tellement représentatif parce que c'est un graphique. Donc même s'il y a des dialogues... il n'y a pas l'essence en fait de ce qu'elle écrit, et là donc, du coup bon, je l'ai lu, et je serais curieuse du coup d'en lire d'autres, parce que Rouille me tente pas mal, et là j'aime bien comment elle écrit, donc c'est pas une porte fermée, c'est juste que celui-là j'étais un peu paumée quoi, voilà, mais je vous le reconseille si vous lisez de la SFFF, peut-être que sûrement que ça peut vous plaire. Voilà, sinon, j'ai commencé Le Continent des Oubliés, les cold cases des fillettes martyrs de 1980. Donc c'est un cold case, donc c'est un peu un true crime, qui se passe en France et qui est écrit par Thierry Lévesque. Ça se passe en 87, c'est où? À Auxerre. Non. Si. Voilà. C'est 4 fillettes qui sont assassinées sur le même mode opératoire dans un rayon de 50 km. Il y a Virginie Delmas, Emma Grinardi, Perrine Vigneron, Sabine Dumont. Et elles ont toutes un ou plusieurs prédateurs insaisissables. Il y a un dernier meurtre qui vient compléter le tableau. Et là, on va être dans un récit, un témoignage, qui va vraiment balayer un petit peu toutes ces enquêtes-là. J'ai commencé un petit peu, j'ai lu 20 pages, et il en fait moins de 200. Je pense qu'il sera lu dans la journée, parce que j'ai eu du transport et puis des choses à faire aujourd'hui. Et voilà, et puis bah, j'aime toujours les true crime, les cold cases, tout ça, donc j'aime bien. Après, c'est des petites jeunes filles, donc c'est peut-être un petit peu dur. J'aime pas trop. Donc je saute un peu les passages où elles disparaissent, tout ça. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Donc c'est des enfants, quoi. Voilà. Et sinon, j'ai terminé L'inconnu du portrait. C'est un coup de cœur. C'était génial. Je pensais pas qu'il y aurait ces twists, en fait. Je les attendais pas parce que, historiquement, c'est déjà très intéressant. Elle prend le parti d'imaginer qui est cette jeune femme et d'en dérouler toute l'histoire et tous les personnages qui gravitent autour d'elle, ses parents, sur un siècle presque, et c'était passionnant, c'était vraiment passionnant, bien écrit, hyper immersif, hein, bien écrit dans le sens où fluide, un peu comme Maïkan, très fluide, très accessible, et je comprends tout à fait tous les prix qu'il a pu avoir, parce que une fois qu'on est dedans, on n'arrive pas à le lâcher, quoi. Alors il faut être attentif parce qu'il y a plusieurs temporalités. Une fois qu'on a compris le principe, on est bien dedans. Juste à la fin où j'ai dû être vraiment attentif parce qu'il y avait certains éléments qui revenaient au début que j'avais oubliés. Et je me suis dit, attends, c'est qui déjà lui? Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, à part ça, c'était super intéressant. À la fin de la version audio, il y a une interview de l'autrice que je suis en train d'écouter qui nous explique un petit peu son travail, tout ça, les personnes qu'elle a pu rencontrer. C'est très, très intéressant. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur, c'est super. Et je suis très contente de l'avoir écouté. Et je pense qu'en le lisant, je l'aurais tout autant aimé, je pense. Donc voilà, trop bien. Donc, en audio, je commence Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko, que j'ai reçu là, qui sort en poche le 14 août chez Pocket, et qui fait, ma foi, 400 pages, même pas, 380 pages, voilà, que je vais écouter à l'audio, qui va me faire le restant de la semaine, je pense. Et demain, je prends la voiture. Demain, j'ai facile 2 heures et demie de voiture, donc je vais écouter ça. Et après, oh là là, on n'y est pas encore, j'en sais rien, on verra ça à l'audio, et donc ça en papier
pour aujourd'hui. Et après ça, peut-être l'embaumeuse que j'avais eu au prix des lecteurs Pocket, qui avait reçu le prix justement Pocket. Et sinon, je voulais peut-être sortir Journal d'une suffragiste aussi de Hubertine Auclair. Et puis après, je lirai Magritte et Georgette qui vont à Bruges, parce que moi aussi je vais à Bruges bientôt. Donc ça sera parfait pour faire ma petite photo déjà. Et puis pour lire un petit peu et m'imprégner un petit peu de cette ambiance belge. Voilà. Et bah écoutez, je vous laisse ici et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Alors, on est toujours samedi et mon clavier bug. Hop, je suis en train d'enregistrer les lectures que je lis sur mon fichier Google Drive parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas enregistré et je me rends compte que j'ai fini ma 90e lecture de l'année, ce qui est quand même beaucoup et c'est cool, je suis bien contente. Je voulais vous dire quoi, oui j'ai commencé celui-là en audio là, j'ai écouté déjà 50 pages, c'est très très bien écrit. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. C'est hyper poétique comme plume, je ne connaissais pas du tout Marie Pavlenko, je découvre, et c'est très très beau. On suit deux femmes, Soraya qui part de la Syrie pour rejoindre la France et qui est enceinte, et on suit Astrid qui a tout perdu. De ce que j'ai compris, elle a perdu son fils et ses enfants. Mais alors comment? Je ne sais pas. Mais voilà, elle va acheter une maison dans le Mercantour et elle va s'isoler de tout et de tout le monde. Donc ça a l'air un peu contemplatif, un peu introspectif aussi. Donc, et puis à côté de ça, cette femme syrienne qui cherche à fuir son pays et qui cherche à se reconstruire ailleurs. Donc je pense que ça doit être très intéressant. Et j'ai hâte de le continuer. Sinon, j'ai lu Le Continent des Oubliés. J'avoue que sur la fin, mon cerveau, mes yeux déconnectaient un petit peu de certains paragraphes. Donc j'ai légèrement abrégé, mais c'est une bonne lecture parce qu'il est extrêmement bien documenté. On va suivre plusieurs enquêtes en fait. Une enquête de petites filles disparues dans les années 80 en France. Je vous ai dit que c'était à Auxerre, mais en fait pas du tout. Il y a un dernier meurtre à Auxerre qui vient compléter l'enquête. Mais les petites filles sont portées disparues en région parisienne et autres en France. Et les policiers vont pas tout de suite faire le lien, mais des enquêteurs ensuite vont faire le lien, vont réouvrir les dossiers. On parle en fait, ça se dit, on parallélise, on met en parallèle les enquêtes d'hier, donc 87, et d'aujourd'hui sur certains dossiers. On parle notamment du garde des Sceaux, de Dupond-Moretti qui a été ministre, et il aurait visiblement créé le département Cold Case. Je pensais que ça existait depuis longtemps, mais bref. Voilà, c'est très très intéressant parce qu'il est super bien documenté. Mais c'était peut-être un peu trop factuel pour moi. C'était trop d'informations en fait, beaucoup trop. Même s'il fait moins de 200 pages, alors je reconnais vraiment le talent de l'auteur parce que c'est vachement bien fait. Et il décortique vraiment chaque enquête. C'est pas du tout triste, tout ça, c'est extrêmement factuel. Donc super bien fait. Si vous aimez les true crime purs, informatifs et factuels, foncez parce que vraiment c'est très intéressant. Il est à 19,95, il est chez Darksides, c'est un groupe Hachette. Et voilà, après si vous aimez les true crime 10-18 comme moi, bon, ça va vous paraître vraiment très conséquent, mais quand même hyper intéressant. Voilà, donc je suis quand même contente de l'avoir lu. C'est un cold case, donc ce n'est pas résolu, mais super intéressant, quoi. Voilà. Sinon, je sais pas de quoi lire. Voilà, je suis très embêtée. Parce que je sais pas si je me lance dans un gros bouquin, genre plus de 300 pages, ou alors si je fais un petit truc rapidos. Et en fait, je me suis dit, on va faire une petite pause. On va lire un manga. Voilà. Comme ça, je finis cette série-là, Enfer et contre toutes, qui est une série de Akane Torikai que j'avais beaucoup aimé pour les 2 premiers tomes. Et c'est une série en 3 tomes qui est terminée. Donc je vais lire ce 3e tome, tranquillement. Et après, ce soir, je verrai ce que je prends comme bouquin. Peut-être l'embaumeuse, peut-être le journal d'une suffragiste, peut-être autre chose. J'en sais rien. Peut-être le secret de Joseph Conrad, de Hergé Laurie, qui me tente beaucoup aussi. Voilà, à peu près où j'en suis. Mais j'ai mis dans mes 2 pales, pas le prioritaire et pas le non prioritaire, des objets pour caler mes livres, parce que mes livres tombent. Et j'ai mis des petits objets, voilà, pour caler mes bouquins. Parce qu'il y a ça d'espace entre
le début de l'étagère et les bouquins, quoi. J'en ai plus beaucoup, en fait, j'en ai plus que 23 dans ma palle, dans mes palles en tout. J'en ai 12 dans la palle non prioritaire et 11 dans la palle prioritaire. Donc, le no-buy, c'est vrai quelque chose. Alors, j'ai beaucoup moins de mal maintenant aussi à abandonner des livres. J'en ai abandonné 2 là, il y a récemment. Donc voilà. Et puis, en plus, alors, je sais pas si je le vois là. Peut-être je vais le voir là. Ouais. Au niveau du nombre de pages, je vous avais dit que cette semaine-là, où j'ai beaucoup le temps de lire, ça serait super que je lise 3 bouquins. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le plus gros, c'est Tant de nuances de pluie, les 480 pages. Ah non, Flavia de Luce aussi, 469. 224, 240, 240, 160, 371, 188. Donc bon, il y a un petit peu de pavé quand même. Mais des petits aussi. 188, 240. Le Maïkan, le True Crime, il se lit tout seul. Ce livre vous fera gagner du temps de Fabien Licard, je l'avais déjà bien entamé. Le Veuf Noir, il se lit tout seul, c'est du True Crime. Donc je suis hyper satisfaite de cette semaine de lecture. Je me rends compte que, effectivement, quand je suis toute seule, je peux lire beaucoup. Mais c'est surtout que je peux rattraper beaucoup de temps de lecture que je n'aurais pas eu pendant les vacances, que je consacre à ma famille aussi. Et ça c'est bien, parce que quand je vais être en vacances là, quand on va être tous les trois, quand mon mari aura fini de faire son boulot et qu'on sera avec notre fils, bah c'est du temps où je dirais, je peux être pleinement en famille, j'ai pas un bouquin qui m'attend, ah j'ai envie de retrouver mon bouquin, non. Je peux y aller super cool, en sachant que ça reste les vacances, et que j'ai quand même du temps pour lire. Et c'est cool, et vu que mon fils grandit aussi, bah il sait que maman elle aime bien lire, donc il sait que maman quand elle prend son bouquin, bah je m'assois à côté de lui, il joue à côté de moi, et voilà, il me pose des questions, on papote et tout, et je lis à côté, donc c'est bien, je l'ai bien élevé cet enfant. Voilà, après je suis aussi allée avec lui, hein, je suis pas une mauvaise mère à m'enfermer dans mon bureau et à le laisser tout seul pendant 2 heures, non, je suis là, je suis avec lui, mais voilà, c'est cool. Donc bah écoutez, vous savez quoi, je vais conclure ce vlog ici, avec ma nouvelle petite lecture manga, et je vais vous retrouver, dans une prochaine semaine de vlog, parce qu'en plus on est samedi, j'ai plus trop la notion du temps vu que je suis toute seule à la maison et que je fais un peu de plein de trucs toute la journée. On est samedi, comme ça je poste le vlog lundi, je vais en ouvrir un demain je pense, qui me fera probablement toute la semaine, je pense, et après ça sera un peu plus incertain, parce que voilà, on est en vacances, en famille, donc on verra ce qu'on fait, mais je vais surtout profiter de ma famille aussi, voilà. Donc écoutez, je vous laisse là, j'espère que ce vlog plein de lectures vous aura plu. J'ai aussi visité la maison de Balzac tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai même pas montré de plan parce que c'est consacré, il y a une vidéo consacrée à ces 2 maisons de Hugo et Balzac que j'ai faite, et c'était vraiment intéressant, et ça me donne envie de lire Balzac. Je sais que je voulais lire La cousine bête, j'ai vu qu'il était un peu épais, je sais combien d'ailleurs. Bête, c'est B-E-T-E, hein. C'est pas bête, bête. Non, bête. Elle est pas bête, elle s'appelle Bête. Ah, elle s'appelle Lisbeth. Elisabeth. Et ça fait 593 pages quand même. Hein. C'est quand même, voilà. Faut le vouloir. C'est le 11e tome de la saga de la comédie humaine. Scène de la vie parisienne. Parce que la comédie humaine, je l'ai vue. C'est énorme, énorme, énorme. C'est incroyable. Il a fait beaucoup trop de choses, ce monsieur. C'est assez fou. Parce que, en fait, dans la comédie humaine, je sais pas si on va voir, il y a la scène de la vie privée, il y a la scène de la vie parisienne, il y a la scène de la vie de campagne, scène de vie de province, scène de vie militaire, scène de vie politique, scène de la vie privée. C'est complètement fou, en fait. C'est immense, vraiment immense. Alors, je suis Team Zola, hein, mais je reconnais que Balzac a dépeint, mais toute une ribambelle de personnages, de personnalités parisiennes et français, tout ça. Il a balayé tout plein de milieux et c'est génial. Et on sent quand même que Zola, il arrive derrière. C'est cool ce qu'il fait, mais tu te dis, Balzac, il l'a fait en x4, quoi, le truc. C'est ouf. Mais vraiment, je serais curieuse de relire Balzac. Mais je sais que Balzac, c'est un peu plus... Enfin, les descriptions sont un peu moins ma came que Zola. Donc voilà, faut que je m'y mette un peu tranquille. De Balzac, j'ai déjà lu Le Père Goriot, Le Colonel Chabert, Les Chouans, je ne veux plus jamais entendre parler. J'ai lu Illusion perdue, La peau de chagrin,
Donc j'ai lu quand même des titres un peu classiques de lui. Si vous en avez d'autres, ah j'ai lu l'Auberge rouge aussi. Si vous en avez d'autres, pas trop gros, qui pourraient me tenter, lâchez vos coms, comme si on disait sur Skyblog dans les années 2000. Lâchez vos coms et dites-moi ce que je peux lire de Balzac. Voilà. Ça pourrait être un classique 2026, par exemple. Voilà. Et donc, j'ai visité la maison de Balzac. Je suis allée au jardin du Luxembourg ce midi avec Ludivine. Et puis voilà. Demain, je vais surtout écouter parce que j'ai de la voiture, donc écouter mon livre audio. Et je sais pas ce que je vais lire. Vous le saurez dans le prochain vlog. À bientôt!